Ils veulent construire un monde roman. Quant à l'accord signé sur le nucléaire irano-maléfique, depuis de guerre constituée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Aujourd'hui dans le National, nous évoquerons un attentat contre Emmanuel Macron déjoué, mais celui-ci était-il réel? C'est ce que nous allons voir ensemble. Ensuite, nous reviendrons sur la mort d'une policière. Ses prises de position lui ont peut-être été fatales. Dans l'actualité internationale, nous irons du côté de Gaza où le dernier cessez-le-feu a été violé par l'entité sioniste. Ensuite, pour la dernière actualité, nous parlerons du secrétaire de l'ONU qui croit fermement à la solution à un État en Palestine. Plus d'explications dans la suite de l'émission. Et après les brèves, la vidéo de la semaine. Actualité nationale, projet de faux attentat. La semaine dernière, on nous annonçait à grands coups de médias un projet d'attentat contre le président Macron lors de la cérémonie du 11 novembre. Voilà ce que l'on pouvait entendre dans les médias. Au moment, 5 autres personnes ont été interpellées dans 3 départements distincts. Une femme en Isère, une personne en Ille-et-Vilaine et 3 autres en Moselle. Tous seraient liés à l'ultra-droite et projetaient une action violente contre Emmanuel Macron. Il y avait des menaces concrètes qui nous ont inquiétés et c'est la raison pour laquelle, en lien avec l'ensemble des services, la DGSI a procédé à des interpellations. En 2016 déjà, l'ancien patron du renseignement intérieur évoquait la menace de ces groupuscules en faisant le lien avec la montée des attentats terroristes en France. 4 hommes de 22 à 62 ans ont été présentés à un juge et mis en examen pour association de malfaiteurs, terroristes criminels et détention d'armes non autorisées en relation avec une entreprise terroriste. 2 d'entre eux, dont le principal suspect, ont été placés en détention provisoire. Les 2 autres ont été incarcérés provisoirement dans l'attente du débat différé sur leur détention qu'ils ont sollicité. Ils étaient parmi les 6 personnes ciblées mardi par un coup de filet antiterroriste de la DGSI lors de l'opération. Les enquêteurs ont mis la main sur des armes à feu. Seulement une semaine après cette annonce fracassante, c'est-à-dire mercredi, le Canard enchaîné a révélé que le projet d'attentat était tout simplement faux. Que ce soi-disant projet d'attentat n'était sûrement qu'un sombre coup monté pour offrir une affaire médiatique au nouveau directeur de la DGSI. Malgré la gravité de cette révélation, ni les médias ni la classe politique n'a dénoncé ce scandale. Cette affaire montée de toutes pièces n'est pas sans rappeler les derniers événements survenus à l'encontre du Centre Zara France qui a subi un lynchage médiatique et politique avec la mise en détention d'un de ses membres. Avec ce projet de faux attentat, l'appareil d'État et les médias nous montrent avec quel cynisme les contestataires peuvent être traités. La criminalisation galopante et inquiétante de la contestation a-t-elle de beaux jours devant elle? Il faut le croire, compte tenu de la complaisance des médias et le silence de la classe politique. Et maintenant, la policière s'est-elle suicidée à cause de la pression de l'IGPN? Maggie Biskupski, la policière connue pour avoir fondé l'association Mobilisation des policiers en colère, le MPC, a été retrouvée morte à son domicile le lundi 12 novembre. Une lettre et son arme de service ont été découvertes sur place. Âgée de 36 ans, Maggie avait fait sienne la défense des conditions de travail de ses collègues. C'est elle, d'ailleurs, qui sera à l'origine d'un élan inédit en France de protestation de policiers. Je pense que c'est très important, ça prend pas en considération que la police nationale, mais votre sécurité à tous. Et on est arrivé à un point où nous, flics, on se sent plus utiles. Comment c'est possible que 2 tables rondes, la première qui a eu lieu en novembre sur le suicide n'en ressort rien. On est à 50 suicides par an depuis 10 ans. Suite à Champigny et le fait que ça a été médiatisé, une nouvelle table ronde avec nos représentants des syndicats et le ministre de l'Intérieur, et résultat, rien. Durant plusieurs mois, des milliers de gardiens de la paix en colère ont défilé la nuit à Paris ou en province, et pour certains, le visage dissimulé. Les prises de position de Maggie Biskupski lui avaient valu d'être visée avec 3 collègues par une procédure de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, pour manquement au devoir de réserve. Pour le syndicaliste Axel Ronde, qui a rencontré à plusieurs reprises la policière, on touche là à un problème de taille. Le fait qu'elle ait été convoquée par l'IGPN pour des prises de parole alors qu'elle était représentante d'une association est inadmissible. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous avons fait les frais de ces techniques d'intimidation. Nous avons été auditionnés pendant de nombreuses heures pour nous expliquer sur nos prises de position dans le cadre de nos activités syndicales. Personnellement, cela m'a valu des sanctions de la part de l'administration. Tout cela est usant. Je pense que Maggie Biskupski a été usée par ce rouleau compresseur
qui s'est abattu sur elle et elle a craqué. Maintenant, il faut attendre les conclusions de l'enquête. Selon les chiffres de la police nationale, 30 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. Ils étaient 51 en 2017. Donc Maggie Biskupski s'est donné la mort hier avec son arme de service. Elle était visée par une enquête de l'IGPN pour manquement au devoir de réserve. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet selon vous ? En général, il y a toujours un lien de cause à effet quand un policier se suicide et notre administration. Notre administration, sa première réponse est toujours il y a un problème personnel ou une bonne excuse pour noyer le poisson. En général, quand on démonte les choses, on voit que la source du problème, c'est toujours un management délétère, une hiérarchie qui nous pourrit la vie. Et dans le cas de notre collègue Maggie, une IGPN qui est sur son dos, la hiérarchie police nationale qui est sur son dos et qui lui reproche un manque au devoir de réserve pour oser dénoncer des dysfonctionnements internes très graves dans la police nationale. Un policier, à l'heure actuelle, quand il rentre dans la police nationale, a 15 fois plus de chances de mourir de sa propre main, poussé à bout par sa propre administration, que par un criminel. Mais nous ne sommes pas rentrés pour être poussés à bout par des carriéristes qui sont là pour protéger la com gouvernementale et non la population. Actualité internationale, mais que s'est-il passé à Gaza ? Dimanche passé, dans la soirée, les forces spéciales israéliennes ont rompu le cessez-le-feu conclu quelques jours auparavant avec le Hamas. En envahissant Gaza de manière déguisée de vêtements civils, ils ont essuyé une fusillade au cours de laquelle un officier israélien a été tué. Aussitôt, l'aviation israélienne a effectué un raid d'appui sur la zone de combat, tuant 7 Palestiniens. Cette incursion de Tsahal, après le cessez-le-feu, semble être l'œuvre de l'ex-ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. La violation de l'accord par l'entité sioniste a déclenché une nouvelle série de lancers de roquettes. Une unité de commando de la brigade Qassam du Hamas a lancé une attaque contre un bus qui avait transporté des soldats israéliens à la frontière. L'armée de l'air israélienne a ensuite détruit la chaîne de télévision Al-Aqsa dans la ville de Gaza. Elle a également endommagé un bâtiment universitaire. Des volées de roquettes en provenance de Gaza ont suivi et les forces aériennes israéliennes ont frappé plusieurs bâtiments. Après 48 heures, le cessez-le-feu a été renouvelé. Les nouvelles capacités militaires des brigades Al-Qassam et des autres groupes militaires palestiniens préoccupent sérieusement l'armée israélienne à tel point que le ministre de la Défense a dû démissionner. Il faut rappeler qu'il y a eu 460 roquettes tirées vers le territoire israélien. C'est plus en une seule journée que ce qu'il y avait pendant la guerre de 2014. C'est vous dire l'intensité. Et pour conclure le Pass l'Info, la solution à un État comme seule issue démocratique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a expliqué il y a quelques jours sur la chaîne d'information CNN qu'il croit fermement qu'une solution à un État pour les Palestiniens et les Israéliens est théoriquement possible si c'est la solution démocratique. À ses yeux, toute autre situation serait une terrible violation des droits humains et mettrait en question la nature démocratique de l'État d'Israël. L'expression « autre situation » utilisée par Guterres est une allusion transparente à la réalité actuelle d'apartheid dans laquelle une ethnocratie israélienne impose sa loi à des millions de Palestiniens privés de leurs droits les plus fondamentaux. Cette situation d'apartheid était méthodiquement décrite dans un rapport commandité par l'ONU publié en mars 2017. Mais à l'époque, Guterres lui-même s'était empressé de retirer ses rapports sous la pression des États-Unis. Rima Khalaf, qui était à la tête de l'Agence des Nations Unies qui avait produit le rapport, avait démissionné pour protester contre la lâcheté politique du secrétaire général de l'ONU. Il n'en reste pas moins que le soudain hommage de Guterres à la solution à un État constitue une brèche exceptionnelle dans le consensus de fer qui règne parmi les élites politiques internationales qui voudraient une dénonciation rituelle de la solution à un État et un engagement tout aussi mécanique en faveur d'une solution à 2 États dont elles ont pourtant amplement démontré qu'elle est impossible à atteindre. Dans une solution à un seul État, les Palestiniens et les Israéliens auraient les mêmes droits politiques dans un seul pays doté d'une constitution démocratique moderne. La solution exigerait des politiques de décolonisation pour réparer et restituer les effets des décennies de vol, d'expulsion et de discrimination économique et sociale perpétrées par Israël contre le peuple palestinien autochtone. C'est une situation extrêmement préoccupante. Premièrement, c'est une tragédie humaine inimaginable. La souffrance du peuple de Gaza est inimaginable. J'ai été moi-même à Gaza il y a quelques mois. Vraiment, c'est une prison gigantesque où il y a un grand nombre de personnes sans espoir d'avenir. C'est une tragédie immense. Cette tragédie maintenant est augmentée par le fait qu'il y a un risque d'escalade du conflit
Et j'espère que les incidents récents puissent être contenus et que cette escalade ne se produise pas parce qu'une nouvelle guerre de Gaza serait une tragédie immense. Il faut à tout prix l'éviter. Alors que les États-Unis viennent de déclencher le 5 novembre 2018 leurs sanctions contre les secteurs bancaires et pétroliers iraniens, le président Hassan Rouhani a assuré que son pays allait les contourner fièrement. Selon les estimations américaines, l'Iran représente 2% du marché pétrolier mondial. Le retour aux sanctions devrait lui fermer 1,4 à 1,7 million de barils par jour. Cependant, Washington a été contraint d'amender son plan et d'accorder 6 mois de transition à la Chine, à l'Inde, à la Grèce, à l'Italie, au Japon, à la Corée du Sud, à Taïwan et à la Turquie, de sorte que le prix du pétrole soit stabilisé aux environs de 70 $ le baril. Côté iranien, on a déjà commencé à utiliser le pipeline de la compagnie nationale turque, Botas Petroleum Pipeline Corporation, reliant le champ pétrolier de Kirkouk en Irak au port turc de Seyhan. Par ailleurs, tous les tankers iraniens ont coupé leur localisation satellitaire, les uns après les autres, depuis la mi-septembre, rendant particulièrement difficile leur suivi par les États-Unis. En conclusion, l'application de ces sanctions fragilise certains États, comme la France, qui sont les véritables perdants. Les multiples incursions américaines en mer de Chine orientale, au nom de la liberté de la navigation maritime en haute mer, sont non seulement très mal perçues par Pékin, mais engagent ce dernier à explorer une réponse asymétrique et alternative en Antarctique orientale. Au total, 14 pays revendiquent un lopin de terre en Antarctique, mais dans les faits, il n'y a qu'un seul pays, les États-Unis, qui y dispose d'une présence permanente et de bases secrètes, en dépit des clauses du traité de l'Antarctique. Or, la Chine a lancé en grande pompe son premier briseur de glace. Fait notable, la Chine a réactivé une division de troupes de montagne et de lutte en terrain hostile dont les membres sont tous originaires du nord de la Chine et habitués au grand froid. L'Antarctique est un continent totalement inhabité et vierge et dont les richesses minières et naturelles échappent jusqu'ici à l'avidité des hommes. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 4 novembre à Pyongyang. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays, tous deux dans le viseur de Washington. Cuba et la Corée du Nord, qui depuis de nombreuses années subissent des sanctions et blocus de la part des États-Unis, ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. Les deux dirigeants ont plaidé en faveur du développement de partenariats et d'échanges entre leurs pays, dans divers domaines comme l'économie, la culture, la santé publique, la science et la technologie. Les deux hommes ont en outre exprimé leur soutien et leur solidarité réciproque, tout en échangeant des points de vue sur la situation internationale. Nous sommes dans la même tranchée, ont affirmé les deux chefs d'État. Le roi du Maroc, Mohamed VI, propose à l'Algérie la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. C'est en toute clarté et en toute responsabilité que je déclare aujourd'hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations, a déclaré Mohamed VI dans un discours prononcé mardi soir à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de la Marche verte. Le souverain marocain a affirmé que le Maroc est ouvert à d'éventuelles propositions et initiatives émanant de l'Algérie pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères. Le roi Mohamed VI a ajouté « Dieu m'est témoin que depuis mon accession au trône, j'ai appelé avec sincérité et bonne foi à l'ouverture des frontières entre les deux pays, à la normalisation des relations maroco-algériennes. C'est donc, en toute clarté et en toute responsabilité, que je déclare aujourd'hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations. À cet effet, je propose à nos frères en Algérie
la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d'un commun accord. Le Maroc est ouvert à d'éventuelles propositions et initiatives émanant de l'Algérie pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères. En vertu de son mandat, ce mécanisme devra s'engager à examiner toutes les questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité et bonne foi, sans condition ni exception, selon un agenda ouvert. Pour rappel, la frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994. J'ai appris que le président Bouteflika a lancé un appel pour une possibilité de rencontre et puis pourra mener peut-être une nouvelle ère entre la relation des deux frères. Si c'est vrai, je l'encourage et ça a toujours été ma conviction. Je crois que le peuple algérien, le peuple marocain, ils doivent dépasser tout ce qui peut les diviser et ne pas nourrir cette division alors qu'elle est créée pour opposer deux frères qui ont toujours été et marché la main dans la main. Le peuple marocain était présent lorsque la résistance algérienne et le FLN qui a libéré le pays avec le peuple algérien, les Marocains étaient là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dis que nous avons un ennemi beaucoup plus féroce qu'il cherche à dévorer le Maghreb. Cet ennemi, c'est Israël, c'est le sionisme. Il trafiquera, il fera tout en marche et en œuvre pour continuer cette haine entre les peuples. Il nous divisera, c'est sa devise, la devise des pharaons. Diviser comme on le dit, comme il y a un verset qui le dit, pour affaiblir. Donc je fais un appel au Maroc, je fais un appel aux Algériens. De grâce, tournons-nous vers le même ennemi, l'ennemi du peuple de l'islam tout entier. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre page Facebook, sur notre YouTube et sur notre blog. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info. On compte sur vous. Par cette vidéo, je voudrais adresser tout mon soutien aux Gilets jaunes. Et je voudrais également m'adresser à ceux qui critiquent les Gilets jaunes. Oui, mais tu sais, les Gilets jaunes, ça sert à rien. Hein, Macron ou le gouvernement belge, ils s'en foutent, hein, qu'on bloque un rond-point, qu'on bloque la station de pétrole. Rester dans ton salon avec ta bière et ton camembert, ça ne changera rien non plus. Donc avant de les critiquer, lève tes fesses de ton fauteuil, mets un gilet jaune, tu verras, ça te ira très bien, enfin si tu rentres encore dedans. Et tu vas dans les rues avec eux, tu restes 10 minutes et tu comprendras ce que ça fait de rester dans le froid. Ces gens, tous ces gens, que ce soit en Belgique ou en France, les gilets jaunes, ils sont là pour nous, hein. Ils ne sont pas là pour eux pour aller s'amuser parce qu'il fait froid. Hein. Donc, mettez-vous un peu à leur place, mettez un gilet jaune, allez les rejoindre, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, toute la journée, allez-y. Moi je vous dis, le gouvernement va commencer à se poser des questions. Quand on voit que 290 000 personnes en France sont dans les rues, à manifester, à bloquer des ronds-points, à bloquer des péages, parce que ça c'est incroyable si vous avez fait bloquer le péage et ouvrir les barrières pour laisser passer les gens gratuitement, magnifique, tout mon respect à vous. En Belgique, ils ont bloqué l'usine de pétrole. Magnifique tout ce que vous faites. Continuez comme ça les amis. Vous croyez que le gouvernement ne va pas se poser des questions? Quand il voit que la station de péage ne peut plus rentrer d'argent parce que la barrière est levée? Vous croyez que le gouvernement ne va pas se poser des questions quand il voit qu'une station, enfin une usine de pétrole est bloquée depuis 2 jours et qu'ils ne savent plus remplir leur camion? Bien sûr que si, le gouvernement va commencer à réfléchir. Donc continuez. Tout mon soutien à vous, vous êtes les meilleurs.